il y a quelque chose qui est assez remarquable quand on discute de cette loi, c'est-à-dire que si on lit bien tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, le premier commentaire qu'ils font, on s'en fout beaucoup, c'est de dire que ce projet de loi est complètement déconnecté de la réalité que chacun peut vivre. Et à partir du moment où il est déconnecté de la réalité, c'est que c'est un projet de loi qui est profondément idéologique et politique. Voilà, il ne part pas d'un bilan de la réalité, il part d'un autre projet politique. Voilà. Alors, pour le contextualiser, c'est la 22e loi depuis 1980. La 22e loi qui va être présentée, c'est la deuxième pour le gouvernement. La première, c'est 2018, ce qu'on a appelé la loi Collomb. C'est la 8e depuis la mise en place du CESEDA. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque ministre qui présente cette loi la présente toujours de la même manière. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est ils ont un seul motif dans la bouche, c'est allier fermeté et humanité. Si vous reprenez toutes les déclarations depuis un grand nombre d'années, c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, c'est pour maîtriser l'immigration, c'est pour rendre le droit d'asile effectif, je pense qu'on verra, et puis ce qu'il en est, et pour une intégration réussie. On a envie de dire que quand ils écrivent ça, ils tirent le bilan de leur propre échec. Bien entendu. Parce que si on n'a pas allié fermeté et humanité avant, c'est que les 21 qui sont passés devant se sont trompés, quoi. Le problème, c'est qu'ils continuent sur le même schéma de pensée. D'accord? Donc, c'est systématiquement la même chose, et celui qui passe dit ceux qui étaient avant n'ont pas bien fait, et je vais vous recommencer exactement la même copie, mais en pire. Voilà, si je peux donner ce contexte, c'est un petit peu ça. Donc, est-ce que cette loi sera de nature à répondre aux problèmes posés quand on est dans les associations, des gens qu'on rencontre et qu'on peut aider? La réponse est non. Hein, voilà. Est-ce que ce projet de loi va permettre de remettre à plat tout ce qui dysfonctionne, y compris dans les services préfectoraux, comme le qualifient les juristes, et puis dans les tribunaux? La réponse est non. D'accord? Alors le premier truc qu'on pourrait dire dans le contexte, c'est que si on fait un projet de loi, la première chose, c'est qu'on pourrait tirer le bilan des lois précédentes. Je viens de vous dire, ça, ils n'ont pas fait. Ils auraient pu tirer aussi profit d'un certain nombre de rapports qui sont sortis. Et sans venir chercher les rapports de la CIMAD et des droits de l'homme et je ne sais quelle association, ils auraient pu s'inspirer d'une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu en 2021. Et bien entendu, toutes les préconisations qui sont faites dans un rapport de la commission d'enquête, y compris animées par des gens de la majorité présidentielle, passent complètement sous la table, on n'en parle pas. Donc vous voyez que c'est bien un projet idéologique et politique qui ne prend pas du tout en compte la réalité. Voilà. Ils auraient pu prendre en compte aussi, c'est paraît logique, quand on fait la loi, eh bien, par exemple, toutes les recommandations du défenseur des droits. Hein, dans la patrie dite des droits de l'homme, on pourrait dire qu'on peut aller lire les rapports du défenseur des droits et on peut s'inspirer d'un certain nombre de choses. Réponse, non, puisqu'on pourra en parler, l'avis du défenseur des droits est extrêmement négatif sur ce projet de loi. Ils auraient pu tenir compte aussi, en écrivant ce projet de loi, sur un certain nombre de rapports internationaux, hein, y compris de l'ONU, avec des choses qui s'appliquent. Hein, le Comité international sur les droits de l'enfant a publié des injonctions à la France qui, bien entendu, sont pas reprises dans ce projet de loi. Ça, c'est pour donner ce contexte. Deuxième chose qui dysfonctionne beaucoup quand on fait un projet de loi, c'est l'État, c'est par exemple les moyens qui donnent aux services, dans les services préfectoraux, rien là-dessus. Et donc, c'est déjà une remarque qui est faite par des juristes, c'est-à-dire à partir du moment où on ne donne pas les moyens aux services pour le faire, les problèmes qui se posent aujourd'hui, y compris le délai de dématérialisation, ne sont pas solutionnés. Encore, j'oserais dire, on pourrait dire, c'est un projet de loi, donc c'est le gouvernement, il s'inscrit dans une politique européenne. On pourrait penser qu'il y a une réflexion européenne sur la manière de donner des titres de séjour et ainsi de suite. La réponse, elle est non. En Allemagne, il y a un certain nombre de décisions qui ont lieu sur le travail, en Espagne aussi. Bien entendu, quand Darmanin présente son projet de loi, il ne s'inspire pas, il ne parle pas du tout de ce qui peut se passer à l'extérieur. Par contre, il y a un contexte international, je vais dire, bien entendu, que la seule chose qui est reprise, c'est les politiques mortifères de l'Union européenne sur les frontières. On pourra en parler, hein, avec les derniers événements qui sont passés sur l'Italie, c'est ça le contexte quand même. Hein. C'est les morts en Méditerranée, par exemple, et pas uniquement en Méditerranée, c'est dans les Alpes, c'est dans la Manche, beaucoup de choses. Et ce contexte international a des conséquences, y compris juridiques. Je vais en parler dans un contexte parce que c'est une décision d'hier, mais qui va donner la suite, qui est quand même assez catastrophique, qui est la Cour d'appel administrative de Paris, qui vient d'annuler sur une requête de l'extrême droite à Paris, mais ces requêtes ont lieu à peu près partout en France, sur la ville de Paris qui a voté en 2019 une subvention de 100 000 € pour SOS Méditerranée. Cette décision vient d'être annulée hier par la Cour d'appel, alors qu'elle a été validée en première instance. Et ce qui est intéressant de dire, c'est les motifs et les considérants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une ville prend position pour SOS Méditerranée,
c'est qu'elle prend position dans un débat international, qu'elle condamne la politique de l'Italie, puisqu'elle reprend à son compte les critiques de SOS Méditerranée, donc on interdit une collectivité locale de prendre position dans ce débat-là. Vous voyez bien, c'est l'extrême droite qui fait la chasse, et vous voyez bien qu'y compris le contexte juridique, l'influence des idées de l'extrême droite va y compris dans les considérants donnés d'une cour d'appel à Paris. J'espère que la ville de Paris, on pense bien, fera appel de cette décision plus haut au Conseil d'État, mais c'est quand même pour donner ce contexte, hein, quand on parle du contexte, qui n'est pas forcément positif. Alors, dans quoi il s'inscrit, schéma idéologique et politique? Eh bien, il s'inscrit dans quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire, j'oserais dire, la contamination progressive et continue, on pourrait dire depuis 1985, si on peut donner une date, hein, progressive et continue des idées de l'extrême droite et de la xénophobie en France. Pour donner une date, 1984, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, et dans ce département il en reste un qui est encore vivant, dans cette député, qui était François Fillon, a voté à l'unanimité la délivrance de la carte de résident de 10 ans. Et en 1985, 85% des demandes de titre de séjour aboutissaient à la carte de résident. Ça avait une fonction idéologique, c'est-à-dire qu'on considérait que ceux qui étaient ici avaient vocation à s'installer durablement. C'est ça le sens d'une carte de 10 ans. C'est-à-dire on est là, on y reste, on y travaille, on paye ses impôts et on s'inscrit dans une construction sociale, privée, familiale, commune, ici. On construit du commun. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ça signifie bien le parcours sur 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Systématiquement, on part derrière l'idéologie du Front National sans jamais s'y affronter. Sans jamais s'y affronter, et on ne pourra pas économiser ce discours de s'opposer aux régressions sur le discours venimeux de l'extrême droite, et si on regarde bien, il a contaminé le discours sur la nationalité, il a contaminé le discours sur l'emploi, il a contaminé le discours sur le grand remplacement, et donc l'ensemble du discours un peu politique dominant paralyse un petit peu sur cette affaire-là. C'est quand même un contexte qui est extrêmement important, et c'est par rapport à ça qu'il faut absolument qu'on reprenne l'offensive. Donc là, on a bien vu le contexte politique, le contexte juridique, le contexte politique aussi, dans quel cadre s'inscrit cette loi. Je ne vais pas en faire l'éventail, mais c'est toutes les déclarations. Hein. Avant de voter le projet de loi, avant de le présenter, vous avez des déclarations qui sont remarquables. Vous avez le président de la République qui vous dit « Je refuse dans le débat d'essentialiser les immigrés et l'étranger ». Première partie de la phrase, c'est bien. La deuxième partie, c'est que vous constatez qu'à Paris, vous avez 50% qui sont des faits délictueux, qui sont en fait des étrangers. C'est compris la deuxième partie de la phrase. Voilà. Donc on n'essentialise pas, mais on ramène quand même la délinquance aux étrangers. Voilà, ça c'est quelque chose qui est... Voilà. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui présente, qui bien entendu a dit qu'il allait rendre la vie impossible, la vie impossible à ceux qui ont une obligation de quitter le territoire. Rendre la vie impossible, si on le prend au sens littéral du terme, c'est dire que la vie n'est plus possible. Donc ça a un sens, quand ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, là on a parlé de la fermeté, on pourrait parler de l'humanité dans le contexte général, puisque c'est fermeté et humanité. Et bien l'humanité, on en a eu un exemple cette semaine, avec une déclaration du ministre de l'Intérieur, donc on peut lui faire confiance, puisque c'est lui qui présente la loi, sur le regroupement familial, où il se dit, très clairement, ce n'est pas dans le projet de loi, mais je suis ouvert à ce que la droite au Sénat avance des amendements pour restreindre encore le droit familial, sous-entendant, bien entendu, que nous sommes submergés par les immigrés qui font venir leur famille. On verra, si on a la discussion, que c'est absolument pas vrai, puisque c'est absolument constant. Voilà. Donc, la seule chose qu'on peut retenir du discours aussi, c'est un délire totalement sécuritaire. Je pense qu'il en parle, notamment on parlera après, c'est la circulaire. Avant de présenter le projet de loi, il y a une circulaire qui sort, qui frise plus que l'illégalité, mais qu'on peut résumer en une formule, on ne va pas détailler, c'est de dire, comme consigne au préfet, il faut que vous traitiez les étrangers comme une obligation de quitter le territoire, les étrangers comme étant des délinquants. Je pense que ça, c'est un contexte qui est extrêmement important. Voilà. Le contexte législatif, c'est que le gouvernement a choisi de passer en procédure accélérée. Donc ça présente en commission des lois le 15 mars. Ça arrive fin mars au Sénat. Après 3 jours de débat, c'est fini. Il n'y aura pas de lecture. Donc c'est une procédure accélérée, c'est une procédure de délit de la démocratie. Et je voudrais finir sur la dernière chose, puisque je ne vais pas aller plus loin. On reprendra l'offensive, on verra ça dans la dernière partie. Mais je voudrais faire un lien pour dire à quel point ce débat sur l'immigration pollue et un certain nombre de tabous. Je prends le débat sur les retraites. C'est-à-dire, ce n'est pas le sujet.
Si on prend les deux considérants de pourquoi il présente un projet de loi, c'est le problème du rapport entre actifs et retraités, entre actifs et inactifs, à travers la démographie en France et le solde migratoire. C'est les deux aspects du corps. Quand on analyse ce rapport et qu'on le regarde avec les publications de l'INSEE sur la démographie, on s'aperçoit des choses dans les projections du corps. Le corps dit, je prévois comme solde migratoire d'ici 2030, plus 70 000 par an, sur une fourchette basse à plus de 20 000 et une fourchette haute à plus 120 000. Si on prend les rapports de l'INSEE, entre autres celui qui dit bilan de 40 ans de population, on s'aperçoit que le solde migratoire entre 1999 et 2015 est de plus 155 000. 155 000 exactement. Sur les 3 dernières années, le solde migratoire est de plus 161 000. Il y a eu une baisse sur 2016-2017 et c'est reparti à 200 000 après. Donc, le corps, dans ses projections démographiques, a fait un choix de minorer totalement le solde migratoire. Parce que si on retient une autre fourchette, eh bien, on a introduit quelque chose dans le débat qui est un petit peu malsain, pense-t-il. Donc, ils ne veulent pas se mettre sur ce terrain-là. Personne ne l'a repris, sauf le Front National, qui dit, vous voyez, la réponse, il faut que les femmes fassent des Français. On ne va pas discuter longtemps, fassent des enfants, je veux dire, les femmes fassent des enfants. Mais, quand... Français pour le Front National. Mais ce débat est extrêmement important, parce qu'on fait le lien avec la cause sociale, je voudrais dire, et que l'avenir de notre système social, ici, dont les retraites, mais pas uniquement sur la protection sociale, c'est bien par la régularisation des sans-papiers, par le paiement des cotisations, en transférant du commun, d'accord, et en accueillant chez nous. Ce débat, il est lié, il est dommage qu'il n'ait pas assez porté pour le débat des retraites, mais il est extrêmement important quand même. Le corps a sous-estimé parce qu'il ne veut pas s'affronter, certainement dans son rapport, à cette question essentielle. Donc là, je laisse, parce qu'après, le projet de loi va être établi un peu plus très précisément. On va du coup commencer à décrypter le texte tel qu'il se présente aujourd'hui. On va surtout essayer de vous présenter les grandes mesures et d'essayer d'expliquer les enjeux autour de ces différentes mesures. Et en commençant par le droit au séjour, après on ira plus sur les aspects asile, puis le contentieux, l'éloignement et tout ce qui est la question de la double peine. Sur le droit au séjour, et dans les propositions, elles s'inscrivent dans le contexte qui a été décrit par Bernard, parce qu'effectivement, elles ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, notamment sur la question de la régularisation des sans-papiers, et qu'on est sur une mesure vraiment avec une avancée qui est vraiment insuffisante, et même un recul par rapport à l'accès possible à une carte de séjour pluriannuelle. Donc si on commence par ce qui est de la mesure qui est présentée comme une avancée, de la régularisation par le travail, en tout cas un gage qui serait donné aux forces de gauche. En réalité, c'est une mesure qui est tout à fait insuffisante. Alors pour rappeler un petit peu le contexte qui se présente aujourd'hui et la législation telle qu'elle est, donc il se trouve que énormément de personnes sans papier travaillent et ont des fiches de salaire. Alors pourquoi cette situation? En fait, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont eu peut-être à un moment un titre de séjour et qui ont commencé à travailler à ce moment-là et qui perdent pour différentes raisons ce droit au séjour et qui continuent en fait à travailler et donc à avoir des bulletins de salaire. D'autres personnes ont été embauchées parce que l'employeur de bonne ou de mauvaise foi pensait qu'elles avaient une autorisation de travail alors que ce n'était pas le cas. Par exemple, des personnes qui ont des titres de séjour qui ont été délivrés dans un autre État européen. Qui ont fait un droit au séjour, par exemple en Italie, sur son titre est marqué autorisé à travailler. Il y a aussi des personnes qui peuvent travailler avec un titre d'emprunt, le titre de séjour d'une autre personne. Voilà, ce sont différentes situations qui font qu'il y a des personnes qui travaillent et qui peuvent prouver qu'elles travaillent par la présentation de bulletin de salaire. D'autres personnes sont employées, comme on dit, au noir, sans aucun justificatif et sans aucune déclaration.
Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une régularisation par le travail est possible, mais dans le cadre de ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Donc dans ce cadre-là, on est aujourd'hui dans une possibilité de régularisation, mais qui se fait à la discrétion du préfet. Donc c'est le préfet qui décide si oui ou non il va délivrer le titre de séjour. Ce n'est pas une délivrance, on dit, de plein droit. Pour éclairer les préfets sur les décisions qu'ils ont à prendre sur ce genre de demande, ils peuvent s'inspirer de la circulaire Valls, dont vous avez tous entendu parler, qui n'est pas du droit, mais qui donne des lignes d'appréciation aux préfets pour décider ou pas de ces régularisations. On a aussi aujourd'hui une liste de métiers dits en tension qui est prévue par un arrêté. Du coup, qui oriente aussi sur le fait de savoir si pour régulariser les personnes, on va leur opposer ou pas un critère qui est celui de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Donc on va regarder si dans un domaine particulier, est-ce que, en gros, il y a des besoins de main-d'œuvre, est-ce qu'il y a des personnes qui sont autorisées aujourd'hui à travailler, français ou étrangers avec un droit au séjour, qui peuvent pouvoir occuper cet emploi. C'est un critère qui est important. Voilà la situation aujourd'hui, avec du coup des régularisations qui se font au compte-gouttes et dont on n'est jamais sûr si elles vont aboutir ou pas au moment où on dépose le dossier de demande de titre de séjour, et des procédures qui, vous savez, sont extrêmement longues et qui font que les employeurs se lassent rapidement. Donc, la proposition dans le texte qui est prévu, c'est de permettre une régularisation par le travail là, de plein droit. Donc si les personnes, si les critères, les conditions sont remplis, le titre de séjour est obligatoirement délivré. Par contre, ces conditions sont extrêmement restrictives, puisqu'il faut d'une part que le métier fasse partie de cette liste de métiers en tension, et il faut pouvoir justifier qu'on a déjà travaillé et qu'on est en France depuis un certain nombre d'années, 3 ans. Donc on reste dans ce paradoxe où on demande aux personnes de justifier d'une situation de travail alors qu'ils n'en avaient pas le droit, et on vient aussi ancrer dans la loi le fait qu'on admet que des personnes puissent travailler sans droit parce qu'elles n'ont pas de droit au séjour. Et ça, on inscrit dans la loi. C'est normal qu'il y ait cette espèce de quarantaine sociale où les personnes vont être privées de tous leurs droits alors qu'elles travaillent. Donc ça, c'est ce qui est proposé. Et le paradoxe est encore renforcé puisque une amende supplémentaire administrative cette fois est prévue pour les employeurs qui embaucheraient des personnes qui n'ont pas d'autorisation de travail, donc qui sont sans titre de séjour. Voilà pour ce qui est de la régularisation par le travail, enfin, différentes mesures. Est-ce que tu peux passer à pour ce qui est de l'autre aspect sur le droit au séjour, il y a une réforme autour de l'accès à la carte pluriannuelle. Donc, il s'agit de passer d'une carte de séjour de 1 an à une carte de séjour qui peut être de 2 à 4 ans. Donc, il s'agit, cette carte existe déjà aujourd'hui. Nous, on préférerait que tout le monde ait accès rapidement à une carte de résident de 10 ans, mais il reste encore celle intermédiaire. Et là, on rend l'accès à cette carte pluriannuelle plus difficile, puisqu'il va falloir justifier d'un niveau de français. Alors cette proposition est à nouveau encore paradoxale, et puisqu'on demande aux personnes pour pouvoir prolonger, s'installer durablement en France, de donner des gages d'intégration, alors qu'on sait bien que c'est la stabilité du droit au séjour qui permet évidemment une intégration qui se fasse dans les meilleures conditions. Par ailleurs, on va demander du coup un niveau de français qui va être à l'écrit et à l'oral. Donc on exclut par là même les personnes qui sont dans la situation les plus précaires et qui ont été par exemple privées aussi de scolarisation. Et ça va être évidemment pour les personnes les plus précaires plus difficile
d'avoir accès à cette carte pluriannuelle. Petite réforme du droit d'asile, mais qui n'est pas si petite que ça. Il faut que je rappelle quelques éléments indispensables. Depuis quelques années, le nombre de demandes d'asile a connu des records historiques. Alors, pas en 2020, parce qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu un confinement, mais en 2019 et en 2022, on est autour de, en tout, 150 000 demandes d'asile. Et si on continue la tendance actuelle, 2023, ça sera peut-être 180 000 demandes d'asile. Le taux, il faut le rappeler, le taux, il y a eu des moyens qui ont été donnés à l'OFPRA et à la CNDA, et en 2021 et en 2022, plus de 50 000 personnes ont eu une protection. Alors vous allez me dire, ça ne représente que 35% des demandes, enfin c'est un calcul qui est un peu faux, mais 50 000 personnes, on n'avait jamais vu ça depuis 1952, la date de création de l'OFPRA et de la CNDA. Et le nombre de réfugiés en France n'a jamais été aussi élevé depuis les années 50, l'époque des réfugiés espagnols. Là, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce qu'on voit toujours des choses relativement négatives. On a enterré plusieurs fois le droit d'asile, mais aujourd'hui, il y a vraiment une demande d'asile et des réfugiés en France. Donc les éléments qui sont dans le projet de loi, la première mesure est un peu dans la même partie que la régularisation pour le travail, c'est la possibilité de travailler pour certains demandeurs d'asile. Alors, c'est réservé aux nationalités ayant un fort taux de protection dès le début de la procédure, et ça sera élargi à l'ensemble des demandeurs d'asile au bout de 6 mois de procédure, sachant qu'aujourd'hui, l'OFPRA en moyenne met 4 mois pour statuer. Vous verrez, donc vous voyez, le droit au travail pour tout le monde, pour tous les demandeurs d'asile, n'interviendra pratiquement jamais, parce que si la personne a déjà été rejetée, elle n'aura pas le droit de travailler. Également, si elle est dublinée, alors que la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État ont dit qu'il fallait leur permettre d'accéder au marché du travail, il n'y a rien dans le projet de loi. Et en anticipant une réforme de la directive européenne sur l'accueil, les personnes qui seront en procédure accélérée n'auront pas accès au marché du travail, y compris dans les nationalités ayant fort taux d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces nationalités? Il faut le dire. Voilà, c'est la Chine, pour l'instant, l'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée, et bizarrement, la Jamaïque et Maurice. Puisque en 2022, ces nationalités ont eu un taux d'accord supérieur à 50%, qui semble être la grille. Ce n'est pas encore fixé, ça sera fixé par une espèce de cosmopompe digne des Shadocks, c'est-à-dire un décret qui va fixer les critères qu'on va déterminer et un arrêté interministériel intérieur au travail pour fixer la liste des pays qui immanquablement devra changer chaque année parce que le taux d'accord évolue en fait. Vous avez des nationalités qui ont un taux d'accord de 80%, je pense à un petit pays d'Afrique qui s'appelle le Burundi en 2015, en 2016 c'était 80%, aujourd'hui c'est à peine 30%. Et donc, ils auraient été autorisés à travailler il y a quelques années, c'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième réforme, qui est, en fait, on se demande pourquoi c'est la loi. C'est l'installation de l'OFPRA dans les bulletins. L'idée est assez simple, c'est de dire on a créé des guichets uniques de demande d'asile dans la région Pays de la Loire, vous en avez 2. L'un est à Nantes, ce qui est assez logique, c'est le chef-lieu de région. L'autre est à Angers et il y a ce fameux pôle régional Dublin qui s'occupe de toutes les voitures Dublin de la région. Et donc, par exemple, la Sarthe dépend d'Angers. Donc l'idée, ça serait qu'en plus des services des préfectures qui sont chargés de l'enregistrement des procédures Dublin, de la délivrance des attestations de demande d'asile, il y a aussi, d'un point de vue réglementaire, une réforme qui voudrait supprimer le renouvellement des attestations de demande d'asile. Donc, de mettre, il y a déjà un QR code et que ce serait de cette manière que les titres de séjour seraient renouvelés. En plus de l'OFI qui est chargé d'offrir les conditions d'accueil, l'hébergement, la location, ça ne change pas. Il y aurait des services de l'OFPRA qui seraient chargés
pour les demandes relevant de la France, donc pas pour les dominer, en gros, de pré-remplir un dossier. Deux éléments importants, ça serait de figer l'état civil le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes de l'OFPRA, c'est que vous avez à peu près 9 mois de délai pour avoir une attestation. Quand vous êtes reconnu réfugié ou protégé subsidiaire, vous avez 9 mois pour avoir vos documents d'état civil. L'idée, c'est que dès le départ, il y a un agent de l'OFPRA qui va, avec un interprète, qui va pouvoir bien écrire les noms, bien fixer les choses, demander tous les papiers nécessaires pour que l'état civil en cas de reconnaissance soit établi plus rapidement. Et pré-remplir, poser quelques questions pour que, en gros, la demande soit introduite juste après l'enregistrement et qu'on supprime de cette manière le délai d'introduction qui est aujourd'hui, depuis presque 20 ans maintenant, fixé à 3 semaines, 21 jours. Donc il y a la question de savoir est-ce qu'il y aura toujours un formulaire écrit, un formulaire à remplir. Il y a des écoles, moi je fais partie de l'école qui dit si c'est comme ça, que ça ne sert à rien de remplir un formulaire écrit, il y a l'entretien personnel qui est derrière, mais l'idée aussi, qui est quand même dans cette affaire, c'est de décentraliser l'OFPRA, alors pas tellement pour rapprocher le demandeur d'asile, mais peut-être aussi pour commencer à les fusionner avec d'autres organismes. L'hypothèse de fusionner avec l'OFI a été sérieusement envisagée, mais c'est l'OFI qui a refusé pour le moment, mais à terme, il y aura peut-être un seul organisme, préfecture, OFI, OFPRA, un gros office des étrangers qui serait décentralisé, donc sous la tutelle du préfet, et ça porterait atteinte à l'indépendance et à l'autonomie de l'OFPRA. La deuxième réforme, qui elle aussi est dans une logique de territorialisation, excusez-moi, j'ai du mal à dire ce mot, ou de déconcentration, c'est la réforme de la CNDA, qui, bon an, mal an, prend 68 000 décisions, de façon, vous savez, c'est une juridiction qui est centralisée à Montreuil-sous-Bois, qui gère toutes les décisions, enfin qui gère tous les recours de décisions de rejet de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés apatrides. L'idée, c'est, de faire du juge unique le juge principal. Aujourd'hui, statistiquement, le juge unique traite 42% des décisions, enfin, prend 42% des décisions de la CNDA, seulement 15% après l'audience et 27% après une ordonnance. Et il y a 57% d'audience avec une formation dite collégiale, c'est-à-dire un juge administratif avec des personnalités qualifiées nommées par le vice-président du Conseil d'État et par le HCR. Donc en gros, l'idée c'est de faire du juge unique le juge principal et les formations collégiales avec la présence du HCR seraient peut-être l'exception, si ça peut être ça, ou en tout cas la minorité des décisions qui sont prises. Et l'autre idée, c'est de faire en sorte que la Cour nationale du droit d'asile devienne, qu'on puisse créer des cours territoriales du droit d'asile. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très bien défini. Ça sera fixé par un décret, ça c'est assez classique. Mais en gros, ça correspondrait à peu près au ressort de ce qu'on appelle les cours administratives d'appel. On parlait de la cour administrative d'appel. Par exemple, dans la région, c'est celle de Nantes, qui couvre aussi la Bretagne et une partie de la Normandie. Donc voilà, on aurait des audiences à Nantes au lieu d'avoir des audiences à Paris. Vous allez me dire comment c'est à peu près équivalent, vous êtes à Paris plus rapidement qu'à Nantes. Non, peut-être pas. Vous êtes à mi-chemin. Voilà. Donc c'est cette logique de déconcentration. Alors on ne sait pas, en fait, quand on a vu ces mesures, on s'est dit, mais à quoi ça sert? On peut le faire par décret, tout ça, on peut le faire par décret. Quel est le sens caché des choses? Et en réalité, il y a une logique d'accélération des procédures. Il y avait l'idée, au départ, dans le projet de loi, que le juge de la CNDA serait saisi en même temps que le juge du TA, puisqu'il y avait l'idée de faire une mesure qui consistait à dire qu'on pouvait prendre une obligation de territoire dès la décision de frein. Ça a disparu parce que c'est infaisable pour l'instant. Et ça va peut-être revenir à l'occasion du débat parlementaire, au Sénat notamment. Et donc c'est peut-être une première étape vers un évitement plus important et de la disparition du système d'asile classique qui existe depuis 70 ans, avec un OFPRA et une CNDA plutôt centralisée,
mais qui, en fait, ne sont plus le cœur du problème en matière d'asile. En gros, il y a d'autres difficultés qui existent, l'hébergement, le nombre de Dubliniers qui est très important et qui, en gros, si on comptait dans le délai moyen, ben, ça l'augmenterait de façon significative. C'est ça qui est très surprenant avec ce projet, c'est qu'on prend des mesures vis-à-vis de l'offre à la SADR, alors qu'en fait, la difficulté est ailleurs. Sur la possibilité de prendre ces décisions administratives d'éloignement, qui sont les obligations du territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français, en fait, on a une démultiplication des possibilités de prendre ces mesures-là, notamment par l'utilisation et l'instrumentalisation de ce qu'on appelle la menace à l'ordre public. Donc, la menace à l'ordre public qui va être une notion qui va être utilisée par le préfet, donc c'est le préfet qui évalue ou pas si la personne représente une menace à l'ordre public. Et on sait déjà, parce que c'est une notion qui existe déjà, qui est déjà très présente dans le code de l'entrée et séjour des étrangers, à quel point on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans cette menace à l'ordre public. En tout cas, dans la droite ligne là, de l'obsession de M. Darmanin sur la question de l'éloignement, sur le fait d'être méchant avec les méchants et tout ce discours et la systématisation qu'on retrouve déjà de la prise d'obligation de quitter le territoire français au détriment en fait, d'une analyse fine de la situation des personnes. En fait, cette tendance, elle est marquée plus fortement dans la loi. Par plusieurs mesures. Déjà, le fait de pouvoir retirer ou refuser un titre de séjour sur ce fondement de la menace à l'ordre public, en fait, qui va faire écho à l'obligation qui va être demandée aux personnes, quand on va leur délivrer un titre de séjour, de signer un engagement de respecter les principes de la République. Et lorsque les personnes seront en cours de titre de séjour, si le préfet va considérer sur des motifs qui sont très très flous que cette personne ne respecte plus ces principes, à ce moment-là, ça va équivaloir. Ça équivaudra, pardon. Du coup, à une menace pour l'ordre public, à une atteinte à l'ordre public, donc on va pouvoir retirer le titre de séjour. Donc, c'est ce qui est pour la question du retrait de la délivrance des titres de séjour. Pour la question des obligations de quitter le territoire français, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des catégories de personnes qui sont protégées contre la prise d'une obligation de quitter le territoire français. Et en fait, on va venir assouplir en fait, ces protections contre les mesures d'éloignement. Donc ces catégories, c'est les personnes qui ont des liens très très forts avec la France, les conjoints français, parents d'enfants français, les enfants qui sont réguliers en France depuis très longtemps, les personnes qui souffrent de pathologies très graves, etc. Donc qui normalement sont protégées et qui là, ce sera plus facile en fait de déroger à ces protections sur toujours cette question de la menace à l'ordre public à partir du moment où le préfet va considérer qu'il constitue une menace grave à l'ordre public. Donc ça, c'est pour les obligations de quitter le territoire français. Et à côté, vous savez, il existe d'autres mesures d'expulsion qui sont en fait des mesures judiciaires qui sont prises dans le cadre d'une peine. En fait, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc, on nous avait dit sous Sarkozy que la double peine avait été supprimée. Ce n'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Il existe toujours des peines spécifiques qui sont prévues pour les personnes étrangères, qui sont les interdictions du territoire français et les arrêtés ministériels et préfectoraux d'expulsion. Alors là, on va venir encore renforcer la possibilité de prendre ces mesures, dans le sens où il y avait toujours cette logique de personnes qui étaient protégées de manière quand même très relative. C'était déjà fragile contre ces mesures, mais là, on va venir encore affaiblir ces protections, en sachant que pour ces dernières mesures, ce qui est particulièrement problématique, c'est qu'il n'existe pas de recours suspensif contre les interdictions du territoire français et les arrêtés d'expulsion. Et donc ça devient particulièrement problématique.
La dernière chose, et c'est une mesure dont on entend beaucoup parler, on annonce la fin de l'enfermement des enfants dans les centres de rétention. Alors, en fait, vrai ou faux, il semblerait, il est très certain que cette annonce, en fait, est quand même une vaste fumisterie, puisque, en réalité, on va continuer à enfermer des enfants. Il faut rappeler que la France a été condamnée à 9 reprises, je crois, par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de l'enfermement d'enfants dans les centres de rétention administrative. Et que donc ils sont quand même obligés au bout d'un moment de se conformer à ces décisions et ils annoncent du coup la fin de cet enfermement. En fait, ce qui est prévu, c'est la fin de l'enfermement dans les centres de rétention administrative pour les enfants de moins de 16 ans. Donc, plus des enfants entre 16 et 18 ans qui sont toujours des enfants jusqu'à la preuve du contraire. Et ce qui n'est pas prévu par la loi, c'est la fin de l'enfermement des enfants dans les locaux de rétention administrative. Donc, vous connaissez les centres de rétention administrative qui sont des grands centres où on enferme massivement des personnes en vue d'exécuter les mesures d'expulsion, mais on connaît moins les locaux de rétention administrative qui sont des locaux où il est permis d'enfermer les personnes sur des plus courtes périodes, donc c'est 48 heures, la durée maximale, et qui sont des locaux qui sont soit déjà matérialisés, par exemple dans un commissariat de police, mais qui peuvent être créés comme ça aussi par décision du préfet. Donc un lieu, une chambre de plaque peut se transformer en local de rétention administrative. Et actuellement, on voit que le préfet multiplie là, les créations de locaux de rétention administrative. Pour l'Ouest, on a déjà eu des créations de ce qu'on en sait donc à Saint-Brieuc et des projets chez vous au Mans avec une mobilisation des associations d'ailleurs sur ce sujet. On a des projets en Vendée, des projets à Lorient. Et j'en passe. En tout cas, c'est quelque chose qui est généralisé sur tout le territoire et les enfants vont pouvoir, a priori, être enfermés dans ces locaux de rétention administrative. Et ça va tout à fait d'ailleurs dans la logique actuelle de l'enfermement des enfants en rétention administrative, parce que c'est souvent pour des courtes périodes avec des mesures d'enfermement qu'on dit de confort, où ils vont passer, donc tout est prévu en amont sur le billet d'avion déjà pris, etc. Et donc on vient prendre les familles, les enfermer et très rapidement ils sont expulsés sans avoir accès à aucun juge, puisque la première présentation devant un juge ne se fait qu'au bout de ces premières 48 heures. Donc si l'expulsion se fait avant, il n'y aura pas de présentation devant un juge, il n'y a pas d'associations qui sont présentes dans les locaux de rétention administrative. Et tout ça sera donc tout à fait invisibilisé. Et dernier point là-dessus, c'est qu'on peut penser, donc on a fait un petit schéma là sur, en fait le placement en rétention des enfants se fait beaucoup plus massivement à Mayotte, et le projet de loi permet de légiférer par ordonnance sur ce qui est de Mayotte, et donc d'avoir une dérogation en fait au droit français. Et donc, on pense que la possibilité d'enfermer les enfants en rétention sera toujours possible à Mayotte. Donc, en fait, la majorité des enfants enfermés ne sont pas concernés par cette mesure. Dans les choses qui sont prévues, outre le fait qu'on va vérifier pour le renouvellement des titres de séjour si les gens sont là plus de 6 mois en France, de personnes qui font des allers-retours dans des pays d'origine, une activité. Et là, il va vraiment avoir 6 mois en France, sinon on perd son titre de séjour. C'est la prise d'empreinte forcée. Alors, pour les frontières extérieures, à destination des fichiers français et européens, donc Eurodac et Visabio, ça tombe bien, la France ne le fait pas frontières extérieures. Mais il y a quelque chose qui m'a laissé penser, ce que je n'avais pas vu, et que j'ai découvert avant-hier, c'est que, en fait, vous savez, il y a le fichier des
l'AEM, aujourd'hui, la personne qui refuse peut refuser la prise d'empreinte. C'est pas très bon signe pour sa demande de prise en charge par l'ASE, c'est assez classique, mais il peut refuser. Là, en fait, on lui dira, tu es obligé de donner tes empreintes pour ce fichier. Il y a également, toujours dans une logique de vérification, les visites sommaires de voitures particulières. Donc, à la frontière, on voit les portes ou les portes des voitures pour vérifier qui est à l'intérieur. Et alors, une nouvelle incrimination qui, renforcement de la peine passive, quantum de peine, voilà, c'est pour parler français correctement. Les quantum de peine quand une félicitation à l'aide en entrée irrégulière en bande organisée. Et alors, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a dit même en cas de motif humanitaire, on peut avoir une sanction pénale si on aide à l'entrée irrégulière. Et donc, certaines organisations disent en fait, on peut incriminer des associations. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, on va prendre l'exemple des camarades des 7 de Briançon, alors la qualification avait été, le procureur avait retiré l'incrimination. Mais aujourd'hui, on leur reprocher d'avoir aidé à l'entrée irrégulière de personnes. Et bien, avec ce délit, il pourrait être condamné à une très forte amende, 1,5 million d'amende, et même encore plus renforcée, même s'ils n'ont pas une logique désintéressée. Et enfin, il y a un peu une contrepartie, des sanctions renforcées contre l'habitat indigne, en considérant comme circonstance aggravante le fait que les personnes sont en situation irrégulière. La question sur les parlementaires, bien entendu, parce qu'il y a ce décalage entre la réalité et tout, et effectivement, ils ne maîtrisent rien. Je voudrais dire qu'on les a rencontrés en 2018 sur la loi, pour un certain nombre, ceux qui voulaient le voir. 2016, 2018, ils nous ont répondu qu'ils n'avaient rien à nous dire. Je crois que c'est la première fois que je me suis fait répondre ça par un parlementaire quand on demande à le rencontrer. Il a dit j'ai pas besoin de vous voir, j'ai rien à vous dire. Donc c'est quand même un peu surprenant comme réponse, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on recommence, y compris ensemble. On peut certainement leur proposer, en le médiatisant, un débat public. On les rencontre, mais sur un projet de ce type-là, oui, il faut proposer un débat public, il faut reconquérir, il faut les pousser, j'oserais dire, dans leur retranchement. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Gérard, c'est-à-dire que la technocratie du ministère de l'Intérieur, et ça date pas de 2018, on pourra refaire l'histoire de ceux qui ont fait ces politiques depuis les années 70, bon, est quelque chose qui n'a pas de prise sur la réalité, c'est un concept idéologique, mais en même temps, nous, on doit mobiliser en permanence, donc on était quand même assez nombreux cet après-midi, plus que ce matin, donc on peut se dire par exemple que s'il y a une manifestation le samedi 25, ça serait important qu'on soit nombreux. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que ça pèse. Plus ça pèse dans la rue, plus on peut forcer les parlementaires à nous rencontrer, à discuter. Voilà. Je pense qu'il faut nous poser autre chose. Je pense que sur le terrain, quand on discute avec les parlementaires, si on a un débat public, on part de cette réalité, de ce fantasme et ainsi de suite, mais que nous devons, moi je pense, comme mouvement associatif, y opposer à ce projet de loi un projet de régularisation massive. Je pense que projet contre projet, il faut porter ça. Nous sommes pour un plan de régularisation des sans-papiers, des personnes qui sont ici. Nous sommes pour la stabilité du séjour et non pas pour dire les gens les maintenir dans la précarité. Et on s'appuie sur les problèmes économiques avec les patronats qui ont besoin. On s'appuie sur les enfants qui sont scolarisés, les familles. On s'appuie sur les jeunes, et ainsi de suite, et les déclarations. Mais nous devons être offensifs, et je pense qu'on est sur des associations, si on le dit bien, que ce soit la LDH, la CIMAD, mais il y en a plein d'autres, le mouvement syndical qui s'est particulièrement attaché sur sa partie du travail, il faut qu'on ait un document, et il y en a, ils sont sortis, voilà ce qu'on veut face à l'opinion publique. Oui, il faut un titre de séjour, il faut régulariser. Nous ne ferons pas l'économie, d'un débat politique frontal contre les thèses de l'extrême droite. On ne fera pas cette économie. Chaque fois qu'on espère, que certains ont pensé dans l'histoire des 20 dernières années,
qu'on pouvait faire cette économie, pas s'affronter au Front National, le contourner un petit peu. Non, c'est les thèses du Front National qui l'emportent. Donc c'est bien projet contre projet. Voilà, ça représente peu de choses, on prendra tous les chiffres réels, mais nous devons opposer un plan de régularisation des sans-papiers. Les gens qui sont ici n'ont pas vocation à repartir, ils ont vocation à travailler, à vivre, faire des enfants, payer leurs impôts, payer leurs retraites, vivre ensemble. C'est ça qu'on veut porter comme projet. C'est un projet de société, ça sera projet contre projet. Si on ne peut pas faire ça, on aura perdu. Et ça sera le Front National. On ne peut pas faire cette économie. C'est ce que je crois.